Je vois sur le chat. Oui, file-moi ton mail et envoie-moi ta pub. C'est vraiment Oui, ça derrière, ça les arrange en effet complètement. pour nous renvoyer de la newsletter, de la promo, etc. Donc c'est sûr, ça n'est pas désintéressé, Ouais, tout à fait. clairement. Et donc, la conclusion, c'est que la dématérialisation, ça pollue aussi. Pourquoi ça pollue? Parce que toutes les actions que vous allez faire sur Internet, ça a une empreinte carbone. Donc, que ce soit pour visualiser une page sur un site Internet, envoyer des emails, encore pire, visionner une vidéo, c'est très consommateur d'énergie. Donc, on va vous poser une petite question. Donc, vous avez à l'écran ici et puis sur le chat. À votre avis, ça représente combien de temps d'envoyer, enfin, quand on envoie une pièce jointe, ça correspond à quel type de consommation au niveau d'une ampoule? On va vous laisser quelques secondes. C'est dur. C'est dur. Mais ça m'intéresse de savoir intuitivement ce que peuvent dire Ceux qui sont à les distance gens. ont Google pour les aider. Ah, j'avoue, on ne triche pas. Vous avez une idée peut-être? Plusieurs heures? Est-ce qu'on a des... 1 heure, on nous propose 1 heure. Ouais, et ben c'est ça. En fait, une pièce 4 jointe. heures, ouais. Une pièce jointe qui est envoyée. Donc après, forcément, ça dépend du volume de la pièce jointe, mais en moyenne, Et ça dépend de l'ampoule. Et... Oui, on a eu un petit Pour les débat. puristes. Je demandais est-ce que c'est une ampoule éco Basse basse consommation. consommation ou pas. Mais bon, en moyenne, une pièce jointe envoyée, ça correspond à 1 heure, enfin le temps qu'une ampoule reste allumée pendant 1 heure, ce qui est pas forcément intuitif, c'est assez contre-intuitif. Et pour aller dans cette même lignée, à votre avis, combien d'allers-retours Paris-New York faut-il pour consommer autant que l'envoi de 10 milliards d'emails? Parce que donc 10 milliards d'emails, ça correspond à une année d'envoi d'emails dans le monde. Je sais pas si on a quelques réponses. Bon, après, il n'y a rien à gagner derrière. On pourrait. Bon, la réponse, c'est que, par exemple, pour une entreprise qui a une centaine de salariés, par rapport au volume d'emails qu'elle avait envoyé sur une année, ça correspond à 14 allers-retours Paris-New York. Donc, c'est une consommation de quasi 14 tonnes de Ouais. CO2. En fait, c'est pour une boîte, enfin, cette stat-là, ouais, 100 salariés, et les gens, ils s'envoient 30 mails par jour. Je pense que dans certaines boîtes, on s'envoie plus que 30 mails par jour. Ouais, donc c'est énorme. Donc, vous l'aurez compris, les comportements qu'on peut avoir sur le web, ça peut avoir des conséquences sur l'environnement et donc les sites web aussi, ce qui est assez logique puisque un site internet, il est accessible 24 heures sur 24. Donc, un site internet, il est hébergé sur des serveurs qui consomment de l'énergie. Donc, forcément, ça pollue H24. Et c'est vrai que c'est stocké, et c'est stocké jusqu'à leur suppression, en fait. Exactement. Donc on s'envoie un mail pour dire OK, yes, go, et ça reste stocké si on ne supprime pas des années sur les serveurs. Ouais, complètement. Puis, pour en revenir sur les sites web qui sont énergivores, bien évidemment, un petit site web avec peu de pages, etc., va forcément être beaucoup moins énergivore qu'un gros site internet. Ça va de soi, ouais. Et donc le web maintenant, parce qu'on a pris des exemples de mails, mais... Donc ouais, si on regarde sur le web, entre 2010 et 2020, donc le poids médian d'une page a augmenté de 335%. Donc c'est vraiment énorme. Le web continue à prendre de l'ampleur. Vous voyez les sites qu'on a aujourd'hui, c'est plus les mêmes non plus qu'en 2010. Le web marketing a pris encore plus d'ampleur, donc il faut en faire toujours plus, mettre des contenus. On nous demande est des dans un monde de belles l'image, de la vidéo, il faut des de la contenus 3D. rafraîchis en permanence. Ouais, de la 3D, vous en aviez parlé au petit-déj précédent. Ouais. Donc, les sites grossissent, tout Ouais. simplement. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que votre site web, il peut émettre peu de CO2 et vous allez pouvoir mettre le curseur à différents niveaux. Et donc, c'est là qu'on parle d'éco-conception. Donc, vous dites, éco-conception, super.
Ça me dit bien, moi, de me lancer là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous êtes avec nous ce matin, d'ailleurs. Donc, on va essayer de se projeter sur votre situation. Bah, vous allez en parler en codir. De votre projet de faire un site éco-conçu ou de mettre un peu d'éco-conception dans votre projet web actuel. Alors, votre collègue du marketing en codir vous dit « Ok, pour l'éco-conception, mais tu ne fais pas un truc moche, hein, s'il te plaît. » Votre DSI, elle va vous dire Ok, hein, bah, en fait, c'est simple, tu nous fais de l'éco-conception, tu nous fais un site ultra compressé, et puis tout réjoué, quoi. Votre webmarketer, bon, tu vas quand même pas nous restreindre sur la quantité de contenu pour générer du trafic qualifié. Alors, moi, j'ai besoin de faire des tartines de texte pour bosser mon référencement. C'est moi ça. Votre directrice commerciale. Bon, éco-conception si tu veux, mais on est là pour faire du business, hein. Donc, n'oublie pas ça. Et puis, si vous avez un responsable RSE qui peut-être est un peu provoque, va peut-être vous dire, bah, le plus green, c'est peut-être carrément de pas avoir de site. Mm. Ok, C'est un peu extrême, mais... C'est un peu extrême. Et nous, on fait des sites web, donc on n'est pas dans ce niveau d'extrême non plus. Même si, bah, parfois, on peut se dire spontanément, ok, je vais faire un site web pour communiquer sur ci et ça. C'est peut-être pas la meilleure réponse. Et il y a peut-être plus simple et moins énergivore à faire. Bon, bah donc si vous étiez lancé plein d'enthousiasme avec votre projet d'éco-conception, que vous prenez tous ces retours, ça vous stresse un petit peu, Puis ça va être peut-être. décevant. Bah surtout qu'au-delà de ces anecdotes, le sujet, c'est vrai qu'il est vaste. En fait, si on regarde, l'ADEME a sorti un guide qui recense 115 bonnes pratiques d'éco-conception web. Donc c'est top, c'est détaillé, c'est bien complet, ça a été bien fouillé, mais clairement, vous n'êtes pas couché. Et donc, bah, ce qu'on vous propose, c'est qu'on décortique un petit peu tout ça ensemble pour qu'on regarde bah, comment vous pouvez répondre justement à ces remarques de vos collègues, plus ou moins fictifs. Donc, Bon. l'éco-conception, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah, on va partir de la base, on va donner une petite définition. Donc, l'éco-conception web, c'est une démarche qui consiste à limiter l'impact environnemental d'un site internet à chaque étape du site. Donc, ça part de la conception UX, donc le parcours utilisateur, la production des maquettes, le développement, l'hébergement, la maintenance, enfin vraiment à chaque étape d'un site internet. Donc l'objectif, c'est de concevoir tout simplement des sites qui vont être beaucoup moins énergivores et qui vont être plus respectueux de l'environnement sans pour autant rogner sur les performances qui vont être attendues d'un site internet. C'est vraiment... un site, c'est pas parce qu'il est écologique et moins lourd, moins énergivore qu'il va pas être performant à côté. Pas répondre à cet objectif. Donc c'est bon pour la planète. Mais c'est aussi bon pour vos utilisateurs puisque on les remet au centre de la conception pour lui proposer un parcours utilisateur qui soit qui soit le meilleur possible. Donc il y a pas mal d'avantages qui sont liés à ça. Ah, il y avait un petit retard sur... Ouais, désolée. Donc, l'un des premiers avantages, déjà, c'est de proposer une meilleure accessibilité. Pourquoi? Parce qu'on va se concentrer sur le besoin de l'utilisateur. Donc, on va aller vraiment à l'essentiel. On ne va pas le polluer de plein d'informations dans tous les sens. Vraiment, on va direct à l'essentiel. Et donc, du coup, il va pouvoir se retrouver exactement beaucoup plus facilement sur le site internet et trouver l'information qu'il recherche rapidement. On en a parlé du coup, une meilleure expérience utilisateur aussi parce que un site moins lourd, il va mettre beaucoup moins de temps à se charger, il va être beaucoup plus rapide et un utilisateur pour qui un site s'affiche rapidement, il va se dire super, je vais pas regarder qu'une seule page, je vais en regarder plusieurs. Le pire scénario, c'est qu'un site qui met plus de 3 secondes à s'afficher, l'utilisateur il va partir. Là du coup, bonne expérience utilisateur, donc plus d'engagement. Avoir aussi un site qui est performant et du coup éco-responsable. Enfin, non. Vu qu'il est éco-responsable, il va être plus performant de facto parce que beaucoup moins lourd. Et donc, du coup, ça va améliorer aussi votre référencement naturel. Pourquoi? Parce que l'accessibilité et la vitesse de chargement d'une page, c'est un critère qui est pris en compte depuis quelques années maintenant dans les critères de positionnement de Google. Donc, c'est tout bénéfique pour votre référencement naturel. Meilleur référencement naturel, beaucoup plus de visites, des performances, un site qui est méga rapide, qui permettent beaucoup plus d'engagement de la part des utilisateurs. Donc, mécaniquement, ça permet aussi de faire davantage de conversions.
que ce soit des achats sur un site internet ou des remplissages de formulaires. Enfin, voilà, ça permet vraiment de faire beaucoup plus de business. Donc, pour illustrer un petit peu les propos que je viens d'énumérer, on va vous donner l'exemple, par exemple, de AliExpress. Donc, ils ont fait des optimisations sur leur site internet. Ils ont constaté qu'en réduisant de 36% le temps de chargement d'une page, donc c'est assez énorme, vu en plus le nombre de visites qu'ils accueillent. On parle de pouillème de secondes, mais Oui. on va voir l'impact que ça peut avoir. En réduisant de 36% le poids, en tout cas la vitesse de chargement de leur page, ils ont constaté une hausse des commandes de 10,5%. Et pour les nouveaux clients, une augmentation des conversions de 27%. Donc, l'impact business est énorme. C'est des stats qui sont assez significatifs parce qu'ils ont énormément de visites. Donc, voilà, toutes ces stats-là. Très gros volume, donc c'est hyper intéressant. Ouais. Autre exemple, donc pour le coup, ça va être un contre-exemple. C'est pour Amazon où un jour, ils ont eu un problème sur leur site qui a été un peu plus lent. Et donc, du coup, le chargement des pages avait augmenté de 1 seconde. Donc, une seule seconde, ça paraît rien comme ça, mais pour le chargement d'un site, c'est énorme. Et donc, avec cette hausse du temps de chargement, ça leur a coûté 1,6 milliard de dollars sur l'année, quoi. Donc, c'est énorme. Vous dites, ils ont peut-être fumé Concept Image. Ils nous parlent d'éco-conception et ils nous présentent AliExpress et Amazon ce matin. On est conscient de l'ironie de notre propos. Mais comme tu disais, Charlène, ce qui est intéressant, c'est juste le chiffre sur optimiser le temps de chargement, l'impact business que ça a. Et comme c'est des acteurs qui ont un trafic monumental et dont l'objectif permanent, c'est le business, bah, c'est quand même hyper intéressant et on peut s'appliquer ce raisonnement en y apportant un petit peu plus de cohérence dans l'approche. Le prix aussi, parce que peut-être vous vous dites, qu'on peut dire, ah bah ça va peut-être pas forcément être performant de faire un site éco-conçu, donc la réponse c'est si. Peut-être qu'on peut se dire, bah ouais, mais ça va peut-être me coûter plus cher de faire de l'éco-conception. Eh bien non, un site éco-conçu, ça peut même être moins coûteux, parce que comme on va être dans une démarche, on va essayer d'éliminer tout ce qui est superflu, vous allez voir, on va prendre quelques petits exemples, il va être plus simple à concevoir. On va pas mettre des fonctionnalités dans tous les sens, et donc on va peut-être passer moins de temps sur pas mal de choses, en ergo, en design et en développement. Et en maintenance, bien entendu. Alors, comment on s'y prend pour faire de l'éco-conception ? On va parler des différentes composantes qu'on vient d'évoquer, donc les fonctionnalités, le choix des fonctionnalités déjà, le web design, les contenus aussi qu'on va mettre sur son site, le développement, la façon de développer va avoir son importance, l'hébergement et puis l'amélioration continue, justement. Donc si on attaque par les fonctionnalités, donc là, si on se met un petit peu à la place de nos clients, les responsables marketing, qui font des cahiers des charges, vous êtes en train de lister les fonctionnalités qui vont constituer votre site et aussi de les décrire. Et donc, c'est dès ce moment-là qu'on peut se mettre dans une démarche d'éco-conception. Encore des chiffres, on aime bien les chiffres. 80% des fonctionnalités, c'est énorme, hein, des fonctionnalités créées pour les utilisateurs sont rarement utilisées. Ça veut dire quoi, rarement utilisées ? Le chiffre en fait qui est en plus petit mais qui me parle encore plus, c'est que 45% ne le sont jamais. Ça, c'est énorme. Donc en fait, la première chose qu'il faut faire quand vous écrivez votre cahier des charges, c'est de réfléchir à la pertinence de toutes les fonctionnalités que vous êtes en train de lister. Donc il va falloir analyser, bien sûr, j'enfonce des portes ouvertes, mais ça va mieux en le disant, je trouve. Il va falloir analyser les besoins de vos utilisateurs en premier lieu, et aussi les vôtres, parce que vous pouvez avoir des besoins d'organisation, à qui va aller cette demande de devis, avec quoi mon site est connecté, donc bien sûr ça aussi c'est des besoins à prendre en compte. Back-office, admin... Donc c'est bien vos utilisateurs et les vôtres, et vous allez vous poser 3 questions à chaque fois. Est-ce que ma fonctionnalité, elle est utile pour l'utilisateur ? Et donc, on peut se la poser autrement. Qu'est-ce qui se passe si mon site ne propose pas cette fonctionnalité ? Est-ce que ça va générer de la frustration, parce que les gens viennent vraiment pour ça ? Est-ce que les utilisateurs vont... En fait, ça rend votre site obsolète, inutile, ils vont quitter votre site ? Est-ce que ça impacterait négativement l'expérience utilisateur, parce que peut-être sans cette fonctionnalité, ça va être plus compliqué, etc. Ou pas forcément ? Est-ce que c'est nécessaire pour votre entreprise ? Donc, idem.
Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas la fonctionnalité? Est-ce que vous allez vraiment diminuer le nombre d'opportunités commerciales que vous obtenez grâce à votre site? Ou est-ce que vos opportunités elles vont être moins qualifiées? Je pense parfois à des formulaires très complexes où on demande plein de champs qu'on ne lit pas de toute façon puisqu'on appelle le prospect derrière. C'est un petit exemple très simple, mais des choses très faciles à simplifier. Et surtout, est-ce qu'il existe une manière plus simple de répondre à cette attente? C'est vrai que souvent, quand on pense à un besoin auquel on veut répondre, on formule direct une fonctionnalité parce que dans notre tête, c'est comme ça qu'on la voit en fait, on l'imagine, c'est naturel. Il faut qu'on essaye de redécortiquer cette fonctionnalité en se disant, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que je veux que la personne accomplisse sur mon site? Comment le faire? Et après, peut-être que c'est pas la fonctionnalité qui m'était venue spontanément en tête et peut-être qu'on peut faire autrement. Et donc plus simple. Et on élimine tout ce qui n'est pas réellement utile. Donc vous allez vous concentrer sur ce qui est vraiment important, on élague, juste on garde ce qui a de la valeur. Et en fait, vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a plein de fonctionnalités qui sont peut-être pas forcément si utiles que ça, qu'on va pouvoir éliminer, qu'on va pouvoir faire plus simple. Si pour résumer par rapport à ta slide de tout à l'heure où il y avait les chiffres, en gros, vous écrivez votre cahier des charges, la to-do d'après, c'est barrer presque la moitié des fonctionnalités pour aboutir à l'essentiel. On va prendre quelques exemples qu'on voit de temps en temps dans des cahiers des charges. Je veux un module pour permettre l'impression des pages de mon site. Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur? Pas vraiment. Alors bien sûr, on va tempérer notre propos. Parfois, c'est utile. Oui. Exemple, vous êtes dans l'immobilier. Vous avez peut-être des utilisateurs qui, avant de venir visiter un bien, s'impriment la fiche du bien pour annoter, mettre leurs questions et puis ils viennent avec. Ouais. Alors même si quand vous venez visiter le bien, souvent l'agent vous donne la fiche. Mais voilà, si vous avez fait des enquêtes utilisateurs et que vous avez pas mal d'utilisateurs qui vous disent « moi j'aime bien imprimer, je mets ça dans mon petit dossier, je prépare ». Voilà, pourquoi pas. Si c'est pour vous dites ça serait bien que j'ai peut-être des utilisateurs qui impriment. En fait, posez-leur la question. Est-ce que vos utilisateurs vont imprimer la page « Qui sommes-nous » Pas sûr. S'ils doivent imprimer peut-être un élément de présentation de votre entreprise, pourquoi pas le PDF, votre plaquette, mais développer un module permet d'imprimer proprement une page web bien mise en forme, parce que le web, ça n'a rien à voir avec le print. Donc, pour passer du web au print, ça demande des calculs. Donc, c'est du temps qu'on passe en développement, c'est des fonctionnalités. Si ça ne répond pas aux besoins de vos utilisateurs, pas sûr que ça serve. Et s'ils ont envie d'imprimer un contenu, peut-être qu'ils feront un copier-coller dans un Word et puis qu'ils l'impriment. Moi, je pense qu'il y en a en tout cas, on leur pose la question. Est-ce que c'est nécessaire pour votre entreprise que les gens impriment les pages de votre site? Pas sûr non plus. Si vous avez répondu aux 2 premières questions non, je vous propose un petit hop poubelle. Bon, on est un peu radicaux, mais faut volontairement grossir le trait pour faire le ménage. Un autre exemple, les boutons de partage sur les réseaux sociaux. Ça, c'est des choses qu'on a pas mal vues sur des sites. Je sais pas si ça vous parle, c'est un petit bouton, l'icône, c'est 3 petits points reliés par 2 traits. Ou même carrément le texte partagé. Partagé sur les réseaux sociaux, absolument. Donc, quand vous cliquez sur ce bouton depuis une page d'actualité, par exemple, ça va vous proposer, depuis le bouton, est-ce que vous voulez le partager sur Facebook, Insta, LinkedIn, par mail, que sais-je. Est-ce que c'est utile pour l'utilisateur? Encore là, oui et non. S'ils veulent partager une page de votre site, oui, peut-être que la fonctionnalité va leur simplifier la vie, mais déjà, ils ont une autre façon de le faire, c'est qu'ils peuvent faire un copier-coller de l'URL, le lien de votre page, pour partager ça sur n'importe quel réseau social ou par mail. Et quand on fait ça, on a quand même le joli aperçu de l'actualité ou de la page qui se met avec le titre, le descriptif, la photo sur les réseaux sociaux. Donc, peut-être vous dites instinctivement, ouais, mais mes cibles, je suis pas sûre qu'ils vont faire l'effort d'aller chercher l'URL et la copier-coller. C'est pareil, demandez-leur en fait. Ou alors, si vous avez déjà cette fonctionnalité sur le site, on a des moyens avec du tracking de savoir si c'est utilisé ou pas. Donc, on peut en avoir le cœur net. Surtout que les fonctions de partage comme ça, ça partage l'URL complète. Alors que là, il y a beaucoup de gens maintenant qui veulent utiliser des petits outils pour raccourcir les URL du type Bitly, par exemple, parce que c'est plus joli dans un post, notamment quand on est dans du B2B. Si ma cible, c'est un autre B2B, ils vont vouloir partager sur leurs réseaux sociaux des URL qui vont être propres et minimales. Et donc, clairement, la fonction de partage sur les réseaux sociaux, elle sera, à mon avis, très peu utilisée, quoi.
Est-ce que c'est nécessaire pour votre entreprise? Ben, en fait, par exemple, si vous êtes un média, elle est peut-être essentielle parce que euh, vous avez vocation à être diffusé, vous vivez peut-être de l'achat média sur votre site, de la pub, donc pour que vos articles soient vus. Donc plus il y a de partage, c'est le cœur de votre business. Donc là, ok, peut-être qu'on peut pas faire l'économie de il y a peut-être des gens qui vont pas cliquer, copier, coller l'URL. Ok, donc là, ça a un intérêt. Si vous avez un site institutionnel, un site business, peut-être pas. Et donc, est-ce qu'il y a une manière plus simple de répondre à cette attente? Oui, copier-coller cette URL. Et donc, vous y attendiez. Hop, poubelle. Sauf si vous en avez besoin, bien entendu. Donc voilà l'exercice qu'on peut répéter pour toutes les fonctionnalités. Le web design? Ouais, donc la seconde étape, une fois que votre cahier des charges est fait, on va passer du coup à la partie web design. Donc, pour créer un site qui est un peu plus respectueux de l'environnement, ou en tout cas qui va être moins lourd, et ben, ça veut dire qu'on va plutôt favoriser un design qui va être épuré, donc avec une interface très simple et sans superflu pour brouiller la lecture de l'utilisateur. Donc on l'a dit, mais puis il va y avoir des éléments à afficher, puis ça va être énergivore, ça va demander des appels serveurs pour charger tous les contenus à afficher sur la page. Donc au niveau web design, hop, on va vraiment effacer tout ce qui ne sert pas à un propos. Donc tout ce qui va être image d'ambiance par exemple. Donc on va privilégier... C'est pas trop extrême. Hein. Non, mais en tout cas dans la démarche... J'imagine qu'il y a des gens qui flippent là. En tout cas, dans la démarche, c'est ça. Non, mais on peut changer par des illustrations. Absolument. Donc, tout ce qui va être icônes et illustrations. Pourquoi? Parce qu'il y a moyen de les exporter dans des formats qui sont très légers et adaptés pour le web, donc notamment le SVG, par exemple, où du coup, plutôt que d'avoir une photo méga lourde qui va être hyper grande, on peut en faire une illustration très belle, adaptée à la charte graphique, etc. Et en fait, ça va être super léger. Autre élément important au niveau de l'éco-conception quand on est en phase de web design, c'est au niveau des typographies. Donc la bonne pratique, c'est de ne pas avoir plus de 2 typographies. Pourquoi? Parce que, toujours pareil, plus on va avoir de typos à charger, plus on va avoir des appels serveurs, va falloir les afficher, etc. Alors que 2 typos, en général, ça suffit. Et avoir 2 typos, donc c'est de fonte, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mixer les graisses, les tailles de la police, etc. Donc 2 typos maximum, c'est largement suffisant. Exactement. Autre bonne pratique, en tout cas une approche quand on fait du web design, c'est d'avoir une approche mobile first. Donc mobile first, ça veut dire que en général, quand on fait un site internet, on fait la maquette en format ordinateur et ensuite on la décline pour le mobile. Là, on va réfléchir de façon inverse, on va penser mobile et ensuite décliner sur la version ordinateur. Pourquoi? Parce qu'en général, sur version mobile, déjà, on est en 4G, on n'a pas toujours une bonne connexion. Donc déjà, il y a des bonnes pratiques d'éliminer le superflu. Je vais reparler des images d'ambiance. Mais par exemple, sur une page produit, la photo, elle est indispensable. Elle sert le propos. On te montre le produit. L'objectif, c'est que tu puisses le vendre derrière. Une photo d'ambiance pour décorer, elle ne sert à rien. Elle va juste alourdir la page. Donc, c'est ce genre de réflexion qu'on va avoir quand on va concevoir mobile first pour ensuite le décliner sur desktop. Bien évidemment, l'objectif, c'est pas de refoutre une image en version desktop. On reste épuré avec cette approche-là. Et tu dis une image d'ambiance ne sert à rien. Je suis pas d'accord. Parfois, une image d'ambiance, elle sert beaucoup pour donner une atmosphère, pour communiquer un univers de marque, quand même. Mais par contre, a-t-on besoin de les avoir en immense? A-t-on besoin d'en avoir 10? Pas forcément. Exactement. Les contenus. Alors justement, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éviter la surcharge d'images. Donc, les images, vous imaginez bien, c'est des éléments qui sont très lourds. Et donc, on va essayer de se contenter de l'essentiel. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 images décoratives pour que votre site il soit beau, il soit visuel, il soit impactant. Justement, on va faire un exercice de synthèse et de priorisation qui est hyper intéressant, parce qu'on va aller aussi à l'essentiel de ce qu'est votre marque. Plutôt que de s'éparpiller, et parfois on se dit, j'ai plein de choses à dire, donc je mets plein de visuels, c'est pareil pour les mots, hein. Mais du coup, vous ne dites plus rien. Ça dilue aussi l'impact de votre message. Donc finalement, c'est une vraie opportunité pour aller à l'essentiel sur la communication de votre marque.
Et puis sur les images que vous avez conservées, bien sûr, on va les optimiser. Oui, on vous rassure, on ne fait pas une chasse aux sorcières avec les images, juste effectivement, elles ont un impact qui n'est pas neutre, quoi. Et sur celles qu'on garde, on va les optimiser. Vous n'avez pas besoin d'images en haute définition. Et vous avez des outils qui permettent de compresser les images et honnêtement de les optimiser, mais massivement. En fait, l'outil va supprimer des pixels, mais jusqu'à un certain point, ça aura très peu d'impact sur la qualité perçue par les utilisateurs. Un œil humain, il n'est pas capable de voir la différence, quoi. On va vous montrer des petits exemples d'ailleurs qu'on avait partagé dans un autre petit déj sur le référencement naturel pour bien vous dire que ça sert votre référencement. Tout ce qu'on voit là. Nous, on utilise un site qui s'appelle I Love IMG. Vous l'aurez d'ailleurs dans les notes du support qui sera disponible sur notre blog. Il est bien, c'est que des outils gratuits. Il choisit automatiquement la meilleure qualité de compression de votre image. Donc, si vous ne connaissez rien, vous l'importez, il vous sort un truc propre. Sinon, il y a Photopea qui est bien aussi. Et là, vous pouvez choisir vous-même. Donc, pour les puristes, vous aurez la main. Donc là, vous voyez, 3 vives d'or. Je parle sous contrôle de Charlène. Attention. Avec des poids et des qualités de compression différents. Vous voyez bien entendu que celui de droite, on va pas aller jusque là, c'est beaucoup trop compressé. Voilà, c'est oui. Par contre, entre le premier et le deuxième, honnêtement, moi je ne vois pas la différence. Et en termes de poids, vous avez quand même une différence qui est majeure. Donc vraiment, faites cet exercice de compression. On nous posait la question, les illustrations, elles sont moins énergivores que les images. Pourquoi ? En fait... avec le format SVG, en fait, c'est un format qui est fait pour être léger. Pour le web. Voilà. Et du coup, les illustrations, il va y avoir des aplats de couleurs, etc. Il y a beaucoup moins de complexité dans une illustration que dans une image. Exactement, ouais, beaucoup moins de pixels. Et donc, les PDF aussi peuvent être compressés. D'ailleurs, j'ai vu sur le chat certaines personnes qui nous disent « Mais nous, on s'envoie des milliards de documents dans la boîte, on les stocke à plein d'endroits, c'est terrible. » Déjà, on peut s'envoyer de l'information en PDF et compresser ces PDF. Chose à laquelle on pense pas forcément, honnêtement. Parce qu'on va très vite, on va tout à l'heure, on exporte nos trucs en PDF, on les envoie, mais en fait, vous pouvez les optimiser. Donc déjà, pour tous vos documents de travail, et aussi pour les documents que vous allez pouvoir mettre en téléchargement sur votre site. Quoi. Oui, et en pièce jointe dans les emails. Ouais. Et donc là, à l'instar de I Love IMG pour les images, vous avez I Love PDF de la même maison qui vous permet de le faire. Oh là, pardon. On va aussi favoriser donc, les nouveaux formats d'images, donc le SVG et le WebP. On va en parler un petit peu plus tard du WebP, mais... c'est le format web pour les images, en fait. Ouais, exactement. Et il existe des modules qui permettent de de convertir automatiquement vos images dans ce format. Et en moyenne, ça divise par 6 le poids de vos images sans passer par la qualité. Et sans passer par la phase d'optimisation. Exactement. Les vidéos maintenant, c'est encore pire, des images qui bougent. Le mieux serait de ne pas en utiliser. Bien sûr, si ce n'est pas essentiel, si ça ne sert pas votre propos d'avoir une vidéo, on peut laisser tomber. Et ensuite, si vous dites si une vidéo est vraiment nécessaire pour mon contenu, y a quelques bonnes pratiques. Donc, on peut se dire, en tout cas pour les performances de votre site, qu'il faut mieux ne pas les héberger sur votre site. Alors, en termes d'éco-conception, par contre, ça n'a aucun intérêt. C'est parce qu'elles vont être hébergées chez YouTube, chez Vimeo, donc c'est des serveurs qui tournent. Donc, c'est comme si... Dans tous les cas... Si vous mettiez... si vous faites pas le tri et que vous mettez vos poubelles sur la terrasse du voisin, quoi, c'est... C'est du greenwashing, voilà. en soi. Moi, je ne le fais pas, mais bon. Bon, pour la vitesse de chargement de votre site, pour votre référencement, on vous le recommande. Par contre, pour les vidéos... Et on va quand même pouvoir les voir sur votre site, même si elles sont hébergées sur une autre plateforme. Une fois qu'on s'est dit ça, les vidéos, elles sont sur vos pages web. Par contre, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est
de ne pas activer l'autoplay. Vous voyez, quand vous arrivez sur un site, parfois vous êtes sur une page et vous n'avez rien demandé. En plus, ça peut être assez agaçant. Ouais. Et la vidéo, elle commence à se jouer toute seule. Ben, ça, en fait, ça charge. Ça charge, donc ça consomme de l'énergie. Si vous avez un bouton play et que seules les personnes intéressées par votre contenu vidéo l'activent, eh ben, c'est quand même beaucoup mieux. En fait, laissez-leur le choix à vos utilisateurs, ils préfèrent toujours ça. Le développement. Alors, on nous dit aussi, Ouais. bah oui, c'est vrai que les vidéos sont des formats qui captent beaucoup l'attention des visiteurs. En fait, oui, Bien sûr, ouais. c'est vrai. Ouais. Mais c'est comme ce qu'on a vu avec les fonctionnalités, quoi. Utilisez ce format quand ça a un vrai intérêt et utilisez-le avec parcimonie. Il y avait d'autres... On nous disait, ouais, il faut tester différents formats. Le WebP n'est pas toujours moins lourd qu'un bon JPEG ou un PNG, ça dépend des images. En effet, il n'y a rien de mieux que de tester ce que ça rend sur votre fichier à vous. Ouais. Ok. Développement, ouais, partie donc, un peu plus obscure du petit-déj. Ouais, accrochez-vous. Qui va être un peu plus technique, donc on va pas vous faire un cours. En tout cas, pour les chargés de com qui sont parmi nous, ça va peut-être pas trop vous parler, mais en tout cas, c'est bien d'avoir un peu une visu de tout ce qui peut être fait. Et après, vous contactez votre webmaster, votre agence et vous, vous leur demandez ce qu'il en est. Mais effectivement, le développement, la façon dont le site va être développé, bah, en fait, ça va avoir aussi un impact sur les performances du site et sur son poids, sa consommation. Donc, premier élément, on évite tous les éditeurs web tels que Wix, par exemple. Donc Wix, c'est un éditeur de web qui vous permet de créer un site internet hyper facilement sans avoir de connaissances en code. Donc le problème, c'est que c'est pas quelque chose qui est fait sur mesure et dont le code du coup va être optimisé pour des bonnes performances. C'est un outil qui vous donne toutes les possibilités, donc forcément à charger, c'est beaucoup plus lourd parce que on cherche toute la machine derrière, quoi. Voilà, on va appeler toute la machine derrière qui propose tous les cas possibles et donc du coup, c'est très lourd. Donc, c'est beaucoup mieux d'utiliser des CMS comme WordPress, par exemple, qui en plus sont très performants pour avoir du coup un code qui est sur mesure, adapté à vos besoins et à celui des utilisateurs. Après, juste pour compléter et tempérer un peu le propos, on n'est pas des anti-éditeurs web non plus. Ça peut avoir un intérêt. Vous voulez tester un concept, justement, vous n'allez pas mettre un budget, développer une cathédrale qui serait à l'inverse de l'éco-conception. Et vous allez tester sur un petit prototype que vous allez faire vous-même. Et puis, par contre, une fois que ça marche, vous passez à l'échelle, hop, poubelle. Et vous passez sur quelque chose de plus optimisé. Ouais, complètement. Ensuite, vous allez pouvoir vous poser la question de est-ce que mon site est statique ou est-ce que mon site est dynamique? Donc, pour vous expliquer un petit peu la différence, un site statique, c'est un site dont le contenu, il va pas bouger. Donc, grosso modo, tout est codé en dur. Vous n'avez pas la main pour changer les contenus, alors qu'un site dynamique, ça va être un site, par exemple, où il va y avoir des actualités, où vous allez vouloir mettre à jour le contenu régulièrement. Là, un site statique, du coup, comme son nom l'indique, du coup, est un peu figé dans le temps. Vous pouvez passer par votre agence pour changer les contenus, oui, mais en tout cas, vous n'êtes pas autonome, puisque si vous partez sur un site statique, c'est que dans l'idée, il n'est pas censé bouger trop non plus. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que comme le site ne bouge pas, en fait, la page, elle est chargée, générée une seule fois. Et donc, du coup, c'est beaucoup moins énergivore et ça évite à chaque fois d'appeler les différentes phases. Donc, voilà, un petit schéma sur à quoi ressemble un site statique à l'écran. Donc, il y a une requête HTTP qui va appeler le site donc, sur le serveur, donc tous les fichiers. Alors qu'un site dynamique, il va y avoir plusieurs allers-retours entre le serveur, la base de données où sont stockées toutes les données, pour qu'ensuite ce soit affiché à l'utilisateur. Ça communique en permanence. Exactement. Ce qui va de pair avec cette partie un petit peu technique, c'est le fait de minimiser le code. Puisque le chargement de la page, c'est directement lié au poids des fichiers que le navigateur, du coup, il doit appeler pour ensuite l'afficher. Donc, forcément, plus le code va être minifié, efficace, plus ça va se charger rapidement. Donc, choisissez bien vos équipes de développeurs
Mais au-delà de ça, il y a aussi des plugins, par exemple WP Rocket pour WordPress qui existent, qui permet aussi d'optimiser tous ces fichiers-là. On réduit aussi du coup l'envoi des données. Donc ça peut être par le biais donc, des fichiers donc, CSS et JavaScript pour le coup, pour minimiser encore une fois ces fichiers et qu'on permet de compresser un petit peu le poids des pages, quoi. Le lazy load, donc c'est une technique de développement en fait qui permet de faire les requêtes qui vont appeler les éléments à afficher que en fonction de là où se trouve l'utilisateur sur la page. C'est-à-dire qu'il arrive sur votre site et ce qui va s'afficher à son écran, donc au-dessus de la ligne de flottaison, on va ne charger que ça. Et au fur et à mesure qu'il va descendre dans la page, on va appeler pour que ce soit, on affiche rapidement le contenu et qu'on n'ait pas à tout charger. En plus, admettons, votre page, le contenu tient sur la ligne de flottaison et en dessous, c'est des choses un peu moins intéressantes. L'utilisateur, il va charger toute la page pour en fait lire la première page. Il a eu la réponse à sa question, il s'en va. C'est du gaspillage d'énergie assez important. Et encore une fois, c'est mieux pour l'utilisateur parce que si on doit attendre d'avoir tout chargé pour lui afficher la page, c'est long. Alors que là, on lui en donne un petit peu, il en veut plus, on lui en donne un petit peu. Donc c'est aussi vertueux. Autre bonne pratique, donc qui est très liée à ce que tu disais tout à l'heure sur les fonctionnalités, c'est de limiter au maximum les plugins qu'on peut mettre sur le site internet parce qu'il y en a certains qui sont très gourmands en ressources. Donc là encore, on privilégie ceux qui vont vraiment être utilisés et qui vont avoir un vrai enjeu pour vous. Et là, vous parliez de maintenance tout à l'heure. On a un client qui nous a demandé un audit sur un site il y a quelques mois. C'est un site franchement simple. Il y avait plus de 60 plugins installés. Et il disait, ses clients étaient mal parce qu'ils nous disaient, on a des dysfonctionnements, on veut faire des évolutions, on a des gens un peu techniques chez vous, chez nous, mais on ne s'y retrouve pas. Il faut faire le ménage. Dites-nous tout ce qu'on peut bazarder. 60 plugins pour un site simple, c'est énorme. Et donc, ça consomme. Et derrière, on s'arrache les cheveux aussi. Et en plus, à tous les niveaux. Tous les plugins ne sont pas gratuits non plus. Donc, ça peut être du budget toute l'année ou c'est du temps de maintenance pour les mettre à jour. Enfin, c'est ménage. Au maximum, en tout cas. C'est le printemps, hein, on a fait un petit dash sur le thème du ménage. Un petit peu. Autre pratique qu'on peut appliquer au niveau du développement pour optimiser son site internet et puis aller en tout cas dans une démarche d'éco-conception, c'est d'éviter les animations. Parce qu'il y a certaines animations qui vont alourdir les pages, donc notamment celles qui sont gérées en JavaScript parce que nécessitent sans cesse des appels serveurs et donc des ressources pour pouvoir être affichées. Donc il y a des animations qui se basent en plus sur des outils externes, notamment des librairies. Et là encore, en fait, ça peut être lourd à afficher parce que on appelle la librairie, ça nous répond, puis on charge des éléments. Donc, en fait, tout ça, ça rajoute des lignes et donc, forcément, c'est plus lourd. Et quelqu'un nous posait la question, c'est Emmanuel, qu'est-ce que ça veut dire réduire l'envoi de données? C'est tout ce que tu dis là, en fait. Ouais, en fait, c'est les lignes de code, c'est... ça reste du contenu, il y a des fonctions d'appel, des choses qui vont être calculées, etc. Donc, plus on va simplifier, minimiser ces éléments-là, plus l'échange avec le serveur va être rapide. C'est plutôt que... Si je pose une question au lieu de 12 questions, ça va plus vite. C'est comme si on me demande une direction, la boutique, elle est au bout de la rue. Je vais dire non, tu tournes à gauche, puis à droite, puis tu retournes à droite, et puis c'est bon en face. Non, va tout droit. On arrive au même endroit, mais on est beaucoup plus efficace. Je ne sais pas si mon analogie est claire, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Autre élément, dont je pense que pas tout le monde sera très content avec ça, c'est de supprimer le tracking. Donc le tracking, c'est en fait un outil de mesure d'audience. On pense beaucoup à Google Analytics parce que c'est celui qui est le plus utilisé au niveau des TPE, PME notamment, parce que c'est un outil qui est gratuit, qui est simple à mettre en place. Voilà, c'est très démocratisé, sauf que en fait, c'est très énergivore également. Et en fait, la question qui peut se poser, c'est si dans votre quotidien, au sein de votre entreprise, vous ne regardez pas les visites sur votre site,
enfin, c'est pas du tout un enjeu pour vous, bah, déjà, vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est nécessaire que j'ai un outil de tracking si en plus je le suis pas? Et sinon, il y a d'autres solutions qui existent qui sont un peu moins énergivores. Donc, il y a par exemple Matomo qui est très répandu et qui, en plus, donc suite aux annonces de la CNIL, la démise en demeure qu'il y a eu début février, c'est un des outils qui est recommandé. Donc, non seulement il est moins énergivore que Google Analytics, mais en plus, il est recommandé par la CNIL, donc par rapport à la gestion des données personnelles. Donc, c'est un petit peu du tout bon, quoi. Donc, vous n'êtes pas obligé d'arrêter le tracking. Charlène, tu peux respirer, toi qui aimes le web marketing. Ouais. Non, les bienveillants, sinon on ne peut pas savoir où on va. Si vous faites des campagnes, bah oui, si vous ne savez pas si ça fonctionne, bah, c'est dommage. Ensuite, vous pouvez vous poser la question, est-ce que il faut que j'utilise un réseau de diffusion de contenu, donc Content Delivery Network, donc CDN, pour aller un petit peu plus vite. Donc un CDN, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un réseau de serveurs un peu partout dans le monde qui vont effectuer des copies de votre site internet et qui vont permettre d'afficher votre site internet plus rapidement aux utilisateurs du monde entier. Par exemple, nous, on a notre site Concept Image, il est en France, et admettons qu'on aurait une cible importante au Japon, par exemple, bah, on aurait tout intérêt... Pas au courant de Un cette nouvelle filiale. En tout cas, on aurait tout intérêt de faire une copie du site sur un serveur au Japon pour que ça s'affiche plus rapidement. Donc, ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que bah, du coup, ça veut dire qu'on héberge 2 fois le site internet, donc on consomme beaucoup plus. Mais en soi, ça veut dire aussi, on parlait tout à l'heure de chaque milliseconde qui peut être gagnée sur un volume important de visiteurs, ça peut faire toute la différence. Et peut-être que bah, avoir une copie au Japon et du coup répondre rapidement aux requêtes serveurs des Japonais, bah, en fait, ce serait peut-être moins énergivore d'avoir ce fonctionnement-là plutôt que de faire appel depuis la France à toutes les requêtes qui pourraient être faites depuis le Japon. Donc, si vous n'avez pas du tout de cible à l'international ou d'enjeu... Oui, oui, Si t'as ou peu peu. de cibles internationales, Ouais. ça n'a pas Ça n'a d'intérêt. pas d'intérêt. Enfin, en tout cas, dans une démarche d'éco-conception. Après, bien évidemment, il y a quand même une expérience utilisateur qui est améliorée. Mais en tout cas, dans la démarche d'éco-conception, ça sert à rien de se prendre trop la tête avec Mais ça. en fait, c'est vrai que si vous avez énormément de trafic qui vous vient de partout dans le monde, c'est intéressant parce que chaque utilisateur va aller appeler la copie du site qui est la plus proche de lui. Et donc, les données, elles vont faire un voyage plus court que d'aller jusqu'à Roubaix chez OVH, par exemple. Mais par contre, si vous avez peu de trafic à l'international, finalement, ça va consommer plus d'énergie d'avoir votre site répliqué 17 fois dans le monde plutôt que quelques voyages de données qui font le tour de la planète. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de vos utilisateurs. Et c'est pour ça que... Vas-y, vas-y. Ça rebondit un peu avec l'outil de tracking. Enfin, ça, pour le coup, cette information-là, vous l'avez aussi grâce aux outils de suivi Tout de à fait. performance pour voir D'où la viennent les localisation. connexions. Voilà, donc ça peut être... C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire on supprime Google Analytics ou peu importe. C'est quand même intéressant d'avoir ce genre de données pour prendre ce genre de décision, en fait. Donc, Ouais. de toute façon, toutes les bonnes pratiques qu'on vous présente là ce matin, elles ne sont pas à prendre forcément au pied de la lettre. Toutes, C'est au cas par cas. c'est à au chaque cas fois. par cas et chacun fait... dans ses moyens, ses ambitions. Et pour revenir sur l'hébergement, Ouais. on a eu un client qui faisait aussi, qui avait 2 cibles business, une en France, une aux États-Unis. Et bah, un CDN n'a pas forcément d'intérêt parce qu'il n'a pas besoin d'avoir son site sur 17 serveurs partout dans le monde. Par contre, il a besoin de répondre à une cible US. Et du coup, là, on avait mis un hébergement au Canada pour être sur la loi canadienne et non US sur les données, quand même. Mais pour que le trafic, pour que les utilisateurs US aillent charger le site plus proche de chez eux, au Canada. Et dans ce cas-là, c'était ça le plus pertinent. Et en termes de performance, eux, leur enjeu n'était pas l'éco-conception, mais ça fonctionne quand même aussi. Ouais. Oui, parce que du coup, quand on passe par un CDN, en fait, on ne choisit pas forcément le CDN, c'est partout dans le monde. Je ne l'ai pas précisé. Ouais. Et si vous avez un fournisseur CDN qui a 20 points dans le monde, vous ne pouvez pas vous dire « Ah non, mais moi, j'en prends que 3 ». Non, en fait, vous prenez l'offre, il y en a 20, quoi. Ouais. Donc, ça peut vite être démesuré, finalement. Autre point à avoir en tête et qui, pour le coup, celle-ci, elle peut être facile à intégrer,
c'est d'éviter de générer des pages qui sont inaccessibles, donc c'est-à-dire des pages qui sont en 404, puisque bah, du coup, le serveur, il va un peu mouliner pour essayer de... Bon, tout ça se passe toujours, encore une fois, très rapidement, mais en vrai, ce qui se passe, c'est que le serveur, il va mouliner, il va essayer de charger, de faire une requête pour charger quelque chose qui n'existe plus pour, au final, basculer sur une page en erreur 404. Donc pour éviter cette consommation d'énergie pour rien, bah, pensez à, une fois que si vous supprimez vos URL, à mettre en place directement des redirections qui vont directement indiquer bah, aux robots, ou en tout cas qui cherchent à afficher les pages, bah, cette page-là, non, non, essaye pas d'aller par là, va directement par là, elle n'existe plus, on te renvoie vers un autre endroit. Bien évidemment, il y aura forcément des 404 qui peuvent traîner, c'est pas un problème. L'idéal, c'est de la faire la plus légère possible, donc en évitant d'utiliser trop d'images, trop d'animations, etc. Un message très simple avec un lien qui peut renvoyer vers un autre contenu, c'est largement suffisant. Et pour le coup, les pages 404, en général, sont des pages qu'on nomme statiques. On disait tout à l'heure un site statique, mais vous pouvez aussi faire des pages statiques, pas forcément tout votre site internet. Parce que la 404, vous n'allez pas la changer tous les 4 matins. Et souvent, ça fait plaisir aux devs, la 404. Oui. Après, c'est bien, hein, faut motiver les équipes aussi. L'hébergement maintenant. Encore des chiffres. Si on regarde la consommation électrique mondiale des data centers, vous imaginez, c'est énorme. Ça équivaut à la production de 30 centrales nucléaires. Donc c'est un gros morceau et on est un petit peu de retard sur le chat. Ouais. Et on estime que la consommation des data centers, elle pourrait atteindre les 5% de la consommation énergétique mondiale en 2025. C'est demain, quoi. C'est demain. C'est des chiffres qui sont produits par l'association française, le Shift Project. Donc, bah, voilà, c'est énorme. Ça ne fait que augmenter. Et c'est... voilà, les chiffres de l'ADEME vont dans le même sens, quoi. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau quand on a un site internet? On peut déjà choisir un hébergeur qui est vert. Alors vert, ça veut dire quoi? En tout cas, il y a des choses que vous pouvez regarder auprès de votre hébergeur. Un, c'est où sont localisés ces serveurs. Donc c'est exactement ce qu'on évoquait quand on parlait du CDN. Un hébergeur qui est local, il va vous permettre de limiter la distance parcourue par les données pour arriver jusqu'à l'utilisateur. Et puis, les hébergeurs vont pouvoir communiquer d'autres informations auxquelles peuvent vous intéresser. Donc, l'indicateur d'efficacité énergétique, tous le publient pas. La source d'énergie qui est utilisée par le serveur. Est-ce qu'il utilise des énergies renouvelables? Bon, après, c'est à regarder aussi, est-ce que c'est vraiment plus performant ou pas? Parce que cette énergie décentralisée, il faut la stocker. Comment? C'est pas simple non plus. Vous pouvez regarder aussi comment ils gèrent leurs déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça, c'est aussi un vrai sujet. Et leur politique de recyclage des déchets au global. Parce que ils ont des déchets électroniques très polluants. Ils en ont beaucoup. Beaucoup. Donc, c'est intéressant de voir aussi leur engagement concret là-dessus. Et puis, vous avez certains hébergeurs qui proposent de la compensation carbone. Donc, oui, c'est pas terrible. On consomme plein d'énergie, mais on va essayer de compenser. Ça peut être clairement de planter des arbres pour essayer de rééquilibrer la balance par rapport aux émissions de CO2 qui sont produites. Exactement. Donc, nous, on est dans cette démarche avec notre hébergeur. On peut ensuite consulter la balance carbone des sites web en temps réel. Donc, c'est encore mieux de moins consommer plutôt que de dire « Allez, on consomme et puis on plantera des arbres », c'est sûr. Mais bon, on a des sites web, il faut exister sur le web, on est obligé de consommer un peu. Donc, c'est déjà un premier élément. Planter des arbres, ça n'est pas du greenwashing. Si on ne fait que ça et qu'on n'y prête pas du tout attention sur le reste et qu'on dit ouais on est green, on plante des arbres, c'est super, ouais je suis d'accord avec vous, c'est peut-être un peu du greenwashing. Mais si vous êtes cohérent dans votre démarche, que vous essayez de faire le site le plus raisonnable possible, de
de toute façon, il faut bien qu'il existe votre site, il faut bien qu'il soit hébergé, donc Ça revient un peu pourquoi à ce pas. qu'on disait tout à l'heure. En fait, il y a une différence entre le greenwashing, les entreprises qui vont jouer en termes de communication, en fait, c'est sur la communication, sur le côté green, alors que derrière, pas du tout. Et des entreprises qui, bah oui, elles ont des besoins pour mettre des images, elles ont des besoins en hébergement, etc. Mais qui, à leur niveau et en fonction bah, voilà, de ce qu'elles peuvent mettre en place, bah, font des petites actions comme ça, qui, en fait, bout à bout, c'est pas ridicule, en fait, Mm. c'est quand même une démarche. Après, effectivement, si ça communique à fond sur on plante des arbres, mais à côté, il y a tout qui va pas. Là, oui, on pourrait, on essaie du greenwashing. Mm. On nous dit sur le chat ouais, que certains scientifiques avancent le fait que c'est une mauvaise idée la compensation carbone. D'une part parce que les forêts qui sont créées ne sont peut-être pas faites de façon écologique. Donc c'est vrai que si on Mm. Si fait c'est cette pour se action planter juste des pour se donner sapins. une bonne conscience Ouais. et de le faire n'importe comment, je suis d'accord, c'est probablement une mauvaise idée. Et peut-être ça pousse à polluer sans faire d'efforts parce qu'on se dit on compense. Bah ouais, bah ça c'est Mm, une mm. question de cohérence et d'état d'esprit, quoi. Donc ça appartient à chacun d'être droit dans ses bottes. Alors à quoi ça ressemble un site éco-conçu? Parce que peut-être qu'on vous a fait vachement déprimer avec tout ce qu'on vous a dit. Peu d'images, faut tout compresser, faut tout simplifier. Vous dites, j'allais avoir un truc complètement décharné. Euh, En tout cas, ça dans- n'empêche pas d'être créatif et de voir des choses qui sont belles. Hein. Exactement, les créatifs, ils aiment bien avoir de la contrainte. Mm. Bon, peut-être ils vont me dire pas trop quand même, Elisabeth. Mais de la contrainte, on crée des trucs nouveaux et ça peut être une bonne façon d'approcher une problématique. Donc, bah, on va regarder quelques exemples de sites éco-conçus pour regarder des choses qui peuvent nous inspirer. Alors, il y a le premier site qu'on va pouvoir afficher, super. Donc, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la gestion de projets maritimes. Euh, Vous pourrez aller le regarder, hein, le design, il est vraiment sobre. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent peu de photos. Et quand ils mettent des photos, elles sont déjà dans des petits encarts, dans Des des petites petits vignettes. conteneurs. C'est des Mm. petites vignettes. Et elles sont ultra compressées. Elles sont même volontairement surcompressées. Si vous allez regarder vite fait, c'est des images d'ambiance, c'est maritime, Mm. etc. Donc il n'y a pas énormément de détails non plus. Mais si vous regardez vite fait, vous n'allez peut-être pas y prêter attention. Si vous regardez vraiment de près les images, vous allez peut-être vous dire oh, c'est un peu crade. Mais en fait, c'est assumé, c'est un vrai parti pris. Et même, vous verrez sur les images, ils mettent le poids de l'image. Ils l'affichent comme légende. Donc c'est vraiment. C'est une démarche, C'est exactement. un parti pris. Ouais. Oui, tout à fait. Mm, mm. C'est aussi une démarche marketing, en effet. Je répète qu'on n'entend peut-être pas très bien, vu que vous êtes plus loin du micro. Et il y a de l'illustration aussi, qui est beaucoup plus légère, comme on l'a vu tout Ouais. à l'heure. Donc là, si on regarde un petit peu, l'émission en équivalent de CO2 de chaque page en moyenne, c'est 1,51 g. En moyenne, c'est 6,8. Donc c'est quand même bien moins lourd. Clairement. Un autre maintenant, Red Ink. Donc c'est une boîte qui vend de la papeterie et des fournitures de bureaux durables aux entreprises qui veulent réduire leur impact environnemental. Donc, eux, il n'y a pas d'image, c'est juste des illustrations, des typos standards. Là, en termes d'émissions, c'est en moyenne 0,27 g de CO2 par visite. C'est c'est rien, je répète, en moyenne c'est 6,8. On vous met toutes les URL là dans le chat et vous aurez tous les liens dans le support qui est disponible aussi sur le Mm, blog où vous avez tous les commentaires, toutes nos notes avec Charlène. Vous aurez les liens vers les outils, les sites qu'on regarde ensemble. Donc ça, c'est une agence Primitive Wild and Slow qu'on va voir tout de suite. Eux, ils ont créé un site qui est dédié à la formation sur la communication responsable et le développement durable. Vous voyez, hein, toutes les boîtes qu'on vous montre, c'est des boîtes dont le business est déjà bien engagé dans cette démarche et du coup qui ont fait l'effort. Donc eux, ils ont fait un one page. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a que le site n'est constitué que d'une page. Vous avez quand même un petit menu en haut, mais ça veut dire que si vous cliquez sur un élément, vous allez arriver plus bas dans la page web.
C'est pas toujours, enfin, c'est pas forcément ce qu'on recommande un one page. C'est sûr, quand nos clients, ils ont un gros enjeu de référencement naturel pour capter des opportunités parce que ça va pas être suffisamment dimensionné pour des Google. Mais quand vous n'avez pas un enjeu à capter des leads, des gens qui vous connaissent pas du tout, un one page juste pour votre notoriété, enfin pour travailler votre image justement. Pour rassurer, pour ce que les gens maintenant, quand ils cherchent une entreprise, bon, il y a société.com, c'est bien, mais on aime bien quand même voir le site internet, c'est qu'est-ce qu'ils nous disent dessus, quoi. Donc ça peut suffire. Et donc si ça suffit, bah, c'est aussi un bon moyen d'avoir quelque chose de léger et de raisonnable. Donc vous avez quand même des différentes sections dans la page, vous avez quand même une navigation qui est fluide. Il n'y a pas de photos, il n'y a que des illustrations. Elles sont intégrées en SVG. Et pour autant, il y a un univers visuel qui est impactant, qui est différenciant. On ne peut pas dire que c'est un site qui n'est pas visuel. Il y a de la couleur, il y a du contraste, c'est travaillé. Donc c'est quand même... voilà, on peut s'en souvenir. Un exemple un peu extrême qu'on voit beaucoup quand on s'intéresse à l'éco-conception, mais il est chouette, moi je l'aime bien. C'est Low-Tech Magazine. Donc c'est un blog qui a été conçu de manière à consommer le moins d'énergie possible. Alors là, ils ont poussé le truc très très loin. Donc une de ses particularités, c'est qu'il est hébergé sur un serveur qui est à Barcelone et qui fonctionne à l'énergie solaire. Et donc, l'arrière-plan, il évolue en fonction du niveau de l'ensoleillement. Donc, vous voyez, le site n'est pas toujours de la même couleur. Il est même parfois inaccessible, parce que la dernière fois, on a voulu... j'ai voulu aller sur le site et il était inaccessible. Il ne devait pas y avoir de soleil à Barcelone. Ça arrive, hein, il ne fait pas toujours beau en Espagne. Quand le panneau solaire reçoit beaucoup de lumière, le site est jaune, il devient bleu si le temps est nuageux, et puis s'il n'y a pas du tout de lumière, il reste pas en ligne. Le site, il reste quand même opérationnel 95% du temps. Et ils ne vendent rien. C'est pas grave si, quand Charlène s'y est connectée l'autre jour, il n'était pas dispo parce que tu t'es dit, ils sont dingues quand même. Low-Tech Magazine, les gars, leur site n'est même pas accessible. Bah, c'est drôle, en fait, on en parle, on s'en souvient. Et puis, la plupart du temps, on y va et on peut consulter leur article. Et puis, ils s'adressent à des gens hyper engagés dans la démarche, donc qui comprennent même ce parti pris et que ça peut faire sourire. Donc, la taille moyenne des pages du site, elle est inférieure à 0,5 MO. Donc, c'est 1/6 de la taille moyenne des pages du site web d'origine. Et vous voyez les images. Énorme travail aussi sur les images. Donc, eux, ils ont surcompressé et ils ont volontairement mis un filtre. Vous voyez, c'est carrément, il y a une espèce de grain tellement c'est compressé. Et donc, il y a un filtre bleu, vert, rouge. C'est en fonction des catégories d'articles. Et donc, finalement, ça lui donne une patte à ce site. Les images, elles sont d'abord surcompressées, converties en noir et blanc. Et quand ils les importent, il y a un filtre qui se met sur ces images. Donc, pour masquer un peu la misère de la compression. C'est exactement ça. Mais finalement, pour en faire une direction artistique, quoi. Ouais. Donc, voilà, sur le web, comme tout en marketing, on essaye de se différencier, de rester dans la tête de l'internaute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vos cibles, vos prospects, ils sont en train de rechercher un produit, un prestataire, qui sont sur l'ordinateur et qui sont en train de comparer les offres, qu'ils ont ouvert 5 et 10 onglets, faut qu'ils se disent, quand ils parlent de votre marque, eux, c'était ceux qui vendaient ci, c'était le site rouge, c'était le truc avec les photos, voilà. Là, ça a le mérite d'être tellement extrême, on s'en souvient. On revient à des choses un petit peu plus dans l'air du temps. Ça, c'est un site qui est intéressant parce qu'il est extrêmement coloré. Vous voyez cet aplat rouge quand j'arrive sur la page d'accueil. Donc, il joue beaucoup avec des très gros aplats de couleurs comme ça, des grosses typos. Il y a quelques éléments visuels, là, ces traits, ces formes qui viennent structurer l'information. Ça génère 0,59 grammes de CO2 par visite, donc c'est encore très très peu. Là, ils le précisaient d'ailleurs sur leur page d'accueil. Oui, on en fait des arguments marketing. Vous voyez aussi sur le site de Kairos, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, le premier qu'on a vu, ils ont un petit... À droite de leur logo, en fait, ils ont un module qui calcule en temps réel l'équivalent de CO2. Donc, c'est... Par exemple, nous, on travaille sur WordPress. Ce plugin, il existe sur WordPress. On peut l'installer aussi sur le site. Alors, est-ce que du coup, c'est nécessaire de réinstaller un plugin? Est-ce que cette fonctionnalité, elle sert ou pas? Bon, on vous laissera aussi faire ces arbitrages.
Et puis enfin, un dernier exemple, donc Allgrain Digital. On voulait vous montrer aussi, bon, on l'a vu avec le site rouge et puis les sites colorés, mais vous voyez avec tous ces exemples, un site éco-conçu, c'est pas forcément un site blanc. Parfois, on se dit épuré, c'est blanc avec une typo noire. Non, mais en fait, les autres couleurs marchent aussi très bien. Donc là, c'est pareil, c'est une agence de com qui fait des sites éco-conçus. Donc, eux, ils doivent prouver clairement sur leur site que un site responsable, ça peut être attractif, créatif, efficace. Et donc, là, on a des couleurs très vives. Vous avez l'illustration, il y a de la forme. Enfin, il se passe des choses sympas. Ils ont quand même de la photo, bien sûr, pour montrer leurs références. Et là, c'est pareil, en termes d'émissions, c'est très très faible. Notamment sur la page d'accueil, c'est 0,07 grammes de CO2. Donc, c'est moins que 93% des pages web en moyenne. Donc, on a donné plein de chiffres comme ça sur ces pages. Donc, comment on fait pour évaluer justement l'impact écologique Parce que j'imagine que maintenant que vous avez voilà, un peu toutes ces données, vous avez qu'une envie, c'est d'aller regarder, vous, votre site, combien il consomme. Donc, il y a plusieurs outils qui existent sur le marché et qui vous permettent de mesurer un peu l'impact environnemental de votre site internet. Donc là, on a l'exemple à l'écran de Website Carbone. Donc, il calcule tout simplement le carbone que vous qui est émis en tout cas par votre site. Donc il va y avoir plusieurs données clés. Et donc on a fait l'exercice pour notre site internet, donc concept image. Et nous, on est plutôt pas mal, puisque on est plus propre que 83% des sites web qui sont testés sur l'outil. Donc ça ne veut pas forcément dire que c'est tous les sites du monde, en tout cas les sites qui sont testés. Donc c'était pour notre page d'accueil, il me semble. Ouais. Donc notre page d'accueil, elle émet 0,24 grammes de CO2 en tout cas, elle correspond à les standards de cet outil de calcul. Il y a un autre outil qu'on peut vous nommer, alors je ne sais jamais comment on le prononce, c'est Greenity Analysis. Donc pour le coup, ça c'est une extension de Google et donc elle va vous donner une note qui va être calculée sur plein de données. Donc on voit à l'écran ici, donc toujours pareil, on l'a testé sur notre site, donc il y a énormément de points qui sont vérifiés. On va vous mettre les liens des outils, hein, et c'est pareil, vous retrouvez tout ça sur notre blog. Et puis comme ça, on va vous montrer à quoi ça peut ressembler le petit diagnostic avec Green IT. On va vous montrer ça à l'écran. Hop. Tout de suite. Bon, de toute façon, vous allez voir, c'est des gros chiffres avec des trucs rouges et des trucs verts. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur parce qu'il y a énormément de données, mais en tout cas, ça peut vous donner en tout cas des pistes. Autre outil, c'est Website Footprint. Donc, encore une fois, on est sur une extension de Google. Et donc, elle permet de voir le CO2 qui est émis par une page. Emma, est-ce que tu as changé la slide? Oui, parce que du coup, vous ne la voyez pas, mais on a Emma, toujours, qui est en régie. Notre collègue qui permet que tous ces webinaires soient possibles. Exactement. Donc, voilà, Website Footprint. Là encore, qui est une extension avec, ça vous met à l'écran une petite échelle colorée, on va dire, qui vous permet un petit peu de vous situer. Enfin, le fonctionnement est un petit peu similaire, on va dire, sur les différents outils. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir tester plusieurs pages de votre site internet dans ces outils, pas uniquement la page d'accueil, parce qu'en fait, toutes vos pages, elles sont pas conçues de la même façon. Souvent, les pages d'accueil, elles sont plus lourdes, parce que c'est un petit peu le point d'entrée sur votre site internet. Donc, faut que les gens, vous présentiez énormément de choses. Donc, potentiellement, sur cette page-là, il y aura plus de photos, peut-être plus de contenu, peut-être quelques petites animations, mais elle n'est pas représentative forcément de tout le reste du contenu que vous allez avoir sur votre site. Donc, et c'est vrai que, moi, quand j'ai commencé à tester ces outils, j'ai mis site concept image. J'ai flippé un peu avant de cliquer sur entrée. Et puis, je me suis dit, yes, notre site, c'est pas mal. Non, en fait, j'avais testé que la page d'accueil. Donc, il faut vraiment quand même faire attention à ça. Puis, vous voyez, d'un outil à l'autre, vous en avez un, il vous met juste un pourcentage et puis un chiffre, vous êtes vert, orange ou rouge. Vous en avez d'autres qui vous donnent un vrai diagnostic qui est quand même beaucoup plus intéressant pour creuser. Donc, variez les pages que vous testez, variez les outils aussi.
Ça Et- vous permet aussi, potentiellement, si par exemple vous avez une vidéo, on parlait tout à l'heure des vidéos qui sont plus énergivores si vous les mettez sur votre page, etc. Vous dites, bon, est-ce que cette vidéo, elle est vraiment indispensable? Vous dites, bon, je vais tester avec ces outils. Peut-être que voilà, ça peut aussi vous dire, bon, bah c'est bon, c'est pas très lourd, je suis quand même dans une bonne note, je me dis, bon, C'est pas allez, je la cata. mets quand Ouais. même. Enfin, voilà, c'est tout est question d'arbitrage, mais ça peut aussi vous donner des billes et peut-être vous dire, ouais, non, mais là, ça me fait passer au rouge, c'est trop dommage, sans la vidéo, je suis au vert. Bon, allez, elle reste sur YouTube. Et c'est, comme tu disais, un site marchand, il y a des fiches produits. Bien sûr que vous allez mettre des photos de vos Mm. produits. Donc, c'est normal que vous allez être peut-être moins bien noté sur ces pages-là. Mais si vous faites déjà un effort massif sur toutes vos autres pages, bah, c'est déjà beaucoup mieux que si vous ne vous posez pas la question. Donc du coup, tous ces outils, ils mesurent pas forcément, c'est ce que tu disais, hein, il y en a qui donnent des pourcentages, etc. Ils vont pas vous donner la recette ou les estimations exactes de vos performances. Mais en tout cas, faut le voir un petit peu comme, pour ceux qui connaissent l'outil Yoast SEO sur les sites internet qui vous donne les performances sur votre façon de rédiger, le référencement naturel, etc. Il vous donne des billes pour optimiser vos contenus. Bah là, faut le voir un petit peu pour le même, enfin, je trouve pas mon mot, enfin, c'est dans la même logique. Il va vous donner des pistes. Ça se trouve, vous allez avoir plein de trucs rouges. Vous allez peut-être avoir 5 points rouges. Sauf qu'en fait, les 5 points rouges, vous allez mettre beaucoup de temps à les optimiser pour au final un gain qui va être moindre. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment des outils pour vous donner des billes et puis voilà, y aller aussi au fur et à mesure. Donc, là, un peu la petite conclusion, c'est on fait le ménage, on supprime tout ce qui ne doit pas être conservé. Et par exemple, typiquement, des vieilles actualités qui datent de 2012. Donc, une actualité, c'est du contenu chaud, on communique sur un salon qu'on va faire la semaine prochaine, etc. Bon, peut-être que de temps en temps, on peut se dire, bah, on va passer sur toutes nos actus. Bon, bah, celles qui vraiment sont complètement obsolètes, on les supprime et on fait une redirection. On pense à la redirection au cas où que des gens y arrivent, enfin, essayent d'y accéder. Voilà, donc on fait un petit peu le ménage là-dessus. Et les refontes, c'est un super moyen de faire le ménage. C'est comme quand Ouais. vous déménagez, vous faites le rangement par le vide, vous donnez des trucs. Ben, faites la même chose en fait. Nous, ça nous arrive aussi des clients qui nous disent je veux qu'on reprenne tous les anciens contenus de mon site pour les mettre sur le nouveau. Alors, déjà, ben, on va faire quelque chose de nouveau, donc profitons-en pour améliorer les contenus, profitons-en pour les améliorer pour le référencement naturel, et profitons-en pour faire le ménage. En effet, mais on en a. On travaille sur certains dossiers. On est en 2022. Il y a des actus de 2012 qui les consultent. Et en plus, ben, encore une fois, pour l'utilisateur, ça fait. Quand vous allez sur la pagination des actus, vous voyez que vous pouvez remonter sur des pages et des pages et des pages. Ben, ça peut même être effrayant. Donc c'est. Hop, poubelle, hop, poubelle, hop, poubelle. Il n'y a pas que de la poubelle. On en parlait tout à l'heure, vous pouvez compresser vos contenus, donc que ce soit les photos ou les PDF que vous souhaitez mettre en téléchargement sur votre site internet. Vous pouvez aussi nettoyer ce qu'il y a dans votre bibliothèque média. Donc là, en fait, c'est l'endroit dans votre site internet où il y a toutes vos photos qui sont ensuite appelées pour s'afficher sur les pages. Je précise, tu parles bien du back-office. Ah oui, C'est pardon. dans votre interface d'administration, parce que parfois il peut y avoir une bibliothèque média sur votre site, les gens ont besoin de consulter des images ou des médias. Là, c'est vous connectez à votre back-office pour écrire vos articles, vos pages, etc. Et vous allez intégrer des photos. Ouais. Donc bah, peut-être que du coup, vous avez voulu faire des tests. C'est quoi la photo qui rend le mieux? Puis en fait, vous laissez les 10 que vous avez testés alors qu'il n'y en a qu'une que vous allez utiliser. Typiquement, c'est ce genre de nettoyage que vous pouvez faire. Ou bah, les 12 actus que vous supprimez, vous supprimez les photos qui y sont associées, quoi. Vous pouvez aussi analyser donc, la proportion de code qui est inutilisé sur votre site internet. Là encore, il y a une petite extension sur Google Chrome qui s'appelle Code Coverage Calculator. Vous aurez le nom dans la presse. Voilà, donc elle permet de vérifier si sur tout le code qui est sur la page, s'il y a des scripts ou des styles dans la page qui en fait sont dans le code, mais en fait qui sont même pas affichés, même pas utilisés. Ça peut être un reste de code d'une évolution, quelque chose qui traîne. Donc pareil, on peut faire le ménage aussi au niveau du code. Donc avec toutes ces bonnes pratiques d'éco-concession, du coup, vous allez pouvoir avoir un site internet qui est beaucoup plus rapide à charger. Donc attention, il ne faut pas non plus faire l'amalgame. Donc un site écologique,
par définition, de par sa conception, etc., il va être rapide. Par contre, un site rapide n'est pas du tout forcément éco-conçu parce que il va consommer de l'énergie. Donc, on va vous montrer à l'écran tout de suite l'exemple pour Amazon. Donc, typiquement, c'est un site où les pages sont hyper rapides. Je sais pas si ça s'affiche à il va l'écran. s'afficher. Ouais. Yes. Donc, ça, c'est un site qui est hyper rapide, mais quand on voit la note avec le petit outil qu'on vous a montré tout à l'heure, pour le coup, nous, on était dans les 83% les plus propres. Enfin, on était plus propre que 83% des sites. Eux, ils sont plus sales que 82% des autres sites internet. Donc, c'est vraiment une très mauvaise note. Ils consomment. Normal, vous allez sur la page d'accueil d'Amazon, il y en a partout, ça clignote dans tous les sens. Donc, Oui. ouais. Et ils émettent du coup beaucoup de CO2, donc quasi 2,5 grammes. Donc, chaque fois que quelqu'un va sur une page du site. Tout à l'heure, on a présenté des exemples de sites à 0,6. Ouais. Bon. Voilà. Donc, voilà, vous avez là toutes les billes. En tout cas, enfin, non, pas toutes, parce que, comme tu disais tout à l'heure avec l'étude où il y a plus de 119 points checklist, en tout cas, on vous a montré les principaux qui sont... Enfin, c'est toujours pareil. Sur lesquels vous pouvez agir quand même assez facilement, sauf sur la partie dev si vous n'êtes pas développeur, mais vous pouvez en parler avec votre agence pour voir ce qui peut être mis en place. Si tout ça vous semble obscur. Et puis, l'idée, c'est pas non plus de tout couper votre site internet en disant bon, allez, on arrête tout, maintenant, on part sur de l'éco-conception. Vous pouvez y aller étape par étape, des changements comme ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous pouvez commencer par faire quelques petites optimisations sur votre site actuel, web, hein. Ouais. sans forcément passer par une refonte complète. Et puis, en guise de conclusion, il y a aussi des réflexes que vous pouvez développer dans votre façon de travailler tous les jours pour réduire votre impact numérique. Donc, je fais un petit peu un pas de côté par rapport au site web, mais si vous êtes sensible à cette démarche, on peut essayer de se l'appliquer de façon un peu plus large au quotidien. Et je crois que certains sur le chat, ils sont sensibles dans leur boîte. Donc, on en a parlé, supprimer ces vieux mails, bien sûr. Deuxième point, j'ai des trucs d'une évidence extrême, mais en tout cas, personnellement, quand je réfléchis à ce que je fais dans mes journées, c'est pas si évident que ça. C'est vraiment des nouveaux réflexes à prendre. Envoyer un mail uniquement quand c'est nécessaire. On a tendance à s'envoyer des mails pour tout et n'importe quoi. Quand vous avez le collègue qui est dans le bureau d'à côté, passez le voir en fait. Et si vous avez peur de le déranger, peut-être que l'information, le merci que vous allez lui envoyer par mail peut attendre 1 heure. Désabonnez-vous des newsletters inutiles. On en reçoit plein. Même, vous voyez, maintenant, dans vos messageries, je pense par exemple à Gmail, ils vous les trient en courrier principal et courrier sponsorisé. Donc déjà, c'est hyper facile, ils vous les mettent déjà dans une case. Il n'y a plus qu'à tout cliquer, tout supprimer d'un coup. Exactement. Utilisez le téléphone plutôt que les visios. On a tellement utilisé les visios ces 2 dernières années. Et c'est vrai que ça fait du bien de se voir. Mais si vous n'avez pas de partage d'écran, si la personne, vous la connaissez déjà très bien, que vous n'avez pas de contact à établir, décrochez votre téléphone. Ça évite les coupures aussi, ça marche très bien. Les personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Vous économisez les 10 minutes de souffrance au début de votre réunion en vidéo. Faire le tri dans les anciennes versions de documents. Là, on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que parfois, vous avez des documents de travail et vous allez historiser les versions. Enfin, nous, on le fait beaucoup à l'agence. La V1, la V2. Pour les arborescences, pour les spécifications, les maquettes. Donc, pendant qu'on est en phase de travail, c'est bien de garder cette version parce que, on change d'avis, finalement, remontrez-moi la version d'avant. Donc, vous n'allez pas perdre tout votre travail, bien entendu. Mais par contre, 6 mois, 1 an après la mise en ligne du site, nous concernant ou tous vos autres projets, est-ce que vous avez vraiment besoin si vous avez validé la V13, est-ce que vous avez besoin de retrouver la V3 ? Pas sûr. Donc là, c'est pareil. De voir la V1, V2, V3. Oui, bien sûr, mais je prenais un exemple. On peut garder déjà que les versions finales. Et débrancher les appareils après utilisation, bien sûr. Certains nous disent dans le chat, est-ce que Teams, c'est plus écologique comme moyen d'échanger que d'envoyer un mail ?
Ça, honnêtement, je sais pas, faut regarder les chiffres. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question aussi, au-delà de Teams, sur les messageries instantanées. Slack, Discord, etc. Est-ce que c'est plus écologique qu'un mail? Alors, nous, spontanément, on se disait, si on a une version gratuite, par exemple, d'un Slack, Au bout de tous les 30, messages ne sont pas conservés. ils n'ont Donc, pas on disait, d'historique. bah, c'est bien, c'est instantané, il n'y a pas d'historique. Ouais, sauf qu'en fait, tout est stocké sur les serveurs de Slack. Et si vous activez la version payante, il vous ressort tous vos Slack d'il y a 4 ans. Donc, de fait, c'est stocké quelque part. Donc, c'est pas... Cette intuition, elle est fausse. C'est pas plus écolo. Par contre, c'est quand même des boîtes qui communiquent sur bah, leur empreinte écologique. Donc, vous pouvez regarder solution par solution ce que ça donne. Ça peut parfois être enfin, moins consommateur qu'un mail. Mais je m'avancerai pas, je les connais pas toutes sur le bout des doigts. Pardon? C'est moins lourd. Bah oui, on n'a pas des signatures, enfin, plein de choses qui sont chargées dans des mails, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis on nous dit aussi, bah ouais, mettre des docs sur une clé USB, un disque dur, si on veut les garder, bah, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens de stocker vos données aussi. Après, bah voilà, ça se perd, ça se partage pas. Donc voilà, c'est à vous de décider au cas par cas. Mais ça peut très bien faire le job. Eh bien, nous avons terminé notre petit déj sur l'éco-conception. J'espère qu'on a répondu à vos attentes, qu'on vous a aidé à vous projeter aussi sur certaines choses que vous pourriez appliquer dans votre démarche web.